Alors elle, c'est la Creality Hi. Et je vais te la présenter, forcément. C'est donc la toute dernière imprimante de Creality qui est en précommande. Elle va sortir fin mars et c'est un modèle multicolore. Donc je te présente tout ça juste après le générique. Comme je te l'ai dit, elle est en précommande et on va regarder les promesses marketing. Déjà le prix, il varie. Il y a 2 jours, c'était à 469, là 489, donc à surveiller régulièrement et je te rajouterai des codes promo. Je vais pas m'amuser à lire toute la fiche descriptive, nous on va regarder quelques points clés. Déjà, e-combo, donc ça veut dire qu'elle est multicolore, elle est accompagnée d'un bloc à côté CFS sur lequel tu pourras mettre 4 bobines. Extensible jusqu'à 16 couleurs si tu as 4 CFS. Elle est livrée préassemblée à 95%, donc normalement on en a pour moins de 10 minutes à l'installer. 500 mm/s pour la vitesse annoncée, mais en gros c'est plutôt 300 que 500. Ici on voit le setup, si on était par exemple en 16 couleurs. Ensuite on t'explique que dans les CFS, il y a des détecteurs de puces RFID. L'idée c'est que si tu prends les bobines de la marque Creality, il va savoir exactement quel est le matériau et pouvoir préenregistrer les paramètres. Pour le volume d'impression, c'est 26 cm par 26 cm par 30 cm de haut, 2 moteurs indépendants pour gérer l'axe Z, un capteur de sensibilité pour un parfait nivellement, et ils annoncent de pouvoir chauffer le plateau en moins de 30 secondes pour arriver à 60 degrés. Ensuite, ils ont rajouté des bips quand tu as ton impression qui est finie. Ensuite, on aperçoit sur le côté un écran de 3,2 pouces qui va être rotatif, avec aussi une petite inclinaison, une caméra, une petite lumière. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est est-ce qu'elle est vraiment silencieuse. Et comme toute imprimante dite rapide et moderne, on a le input shaping qui va te permettre de limiter les vibrations et les résonances. On te montre l'extrudeur full métal, le couteau qui va permettre de couper les filaments, le capteur de pression pour le nivellement et une buse full métal qui est trimétal en fait. Allez voilà, ça c'était le marketing, maintenant on va passer à la réalité et on se retrouve tout de suite. Je crois qu'on ne pourra pas lui reprocher d'avoir été mal protégé. Tu as des mousses vraiment de partout. Là on a retiré le haut de notre imprimante. On avait notre CFS qui est ici. On va tout mettre à plat et puis on essaye de voir ensemble comment ça s'assemble. Allez, avant de regarder dans le détail, ce qu'on a dans le carton, on avait notre imprimante que j'ai pas encore déballée, le CFS de Creality, donc c'est ce qui te permet de mettre tes 4 bobines de couleur à l'intérieur et gérer du multicolore, un portique, un petit peu d'accessoires qu'on va découvrir ensemble avec un assemblage qui devrait être extrêmement rapide. Donc pour l'assemblage, je vais te le faire en version accélérée. En gros, t'en as pour 10 minutes. Je te l'ai fait dans une version un peu plus humoristique. The all-new multicolor Creality Hi. Creality Hi. 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 Oh! Creality. Sora! Pay attention. We're talking about the Creality Hi. It's easy to put together, it can use multiple colors, and it has a huge build volume. It's good for people. Tell them about it. Creality Hi. Hi. Première chose, le volume d'impression. Donc on est sur 26 cm par 26 cm par 30 cm de haut. Pour ce qui est du bed, je ne sais pas te dire, je pense que c'est un PEI qui est recto verso. Et par rapport à ce qu'on a connu d'habitude chez Creality, celui-ci, il est assez bluffant par sa tenue. Il tient presque trop. J'exagère un peu. Presque trop, c'est pas le bon mot. En tout cas, ça tient particulièrement bien. Et même à froid, tes impressions, elles restent collées dessus. C'est pour ça que je dis presque trop. Parce que on a l'habitude que en fin d'impression, même quand il est chaud, lorsque tu le bouges un peu comme ceci, ça se décolle tout de suite. Donc en gros, si tu veux décoller rapidement tes prints, tu retires ton plateau, tu le mets un peu plus loin pour qu'il refroidisse, et là tu vas pouvoir décoller facilement tes impressions de ton plateau. Quand il est chaud, c'est quasiment impossible de retirer tes pièces imprimées dessus, parce qu'il tient vraiment très très fort. Tant qu'on est en train de parler du plateau et du bed, tu vois ici, il y a une petite encoche, ici il n'y en a pas. Le but, c'est pour pouvoir placer ton plateau, tu le mets dans l'encoche et tu le laisses retomber, c'est aimanté. Et à l'arrière du plateau, on va retrouver cette petite bande métallique. Ta buse, elle vient à chauffer,
elle vient frotter dessus pour pouvoir la nettoyer, et ensuite elle va finaliser le nettoyage sur les petits picots là, tu vois, la bande qui est en silicone. On en profite pour regarder sous le plateau, donc on voit pareil, hein, ici c'est une espèce d'alliage, c'est du métal, je ne sais pas ce que c'est exactement comme type d'alliage. Ensuite, on va avoir ces petites roues qui sont ici, qui vont nous permettre de faire coulisser le plateau. Et ce que tu vas remarquer, c'est, tu sais, les petites roues qui sont creusées pour que ça vienne coulisser sur ce rail qui est ici. Et c'est l'avantage de ce type d'imprimantes, qui ne sont pas des imprimantes low cost, sur lequel, sur beaucoup d'imprimantes, on a des espèces de galets qui viennent dans des rainures creusées, et ces galets viennent à s'user très rapidement. Donc le fait d'avoir ces roues qui sont creusées et non pas l'inverse, les roues d'entrée de gamme, déjà tu as un meilleur coulissement, tu as moins d'usure, et c'est bien entendu plus efficace. Et pour le déplacement de la tête, elle est montée, tu vois, sur un rail linéaire qui se trouve juste sur le dessous de la tête, ici. Tu vas le retrouver à moteur pas à pas derrière, tu vois, cette barre qui est ici, qui va entraîner des petits engrenages qui sont dessous. Je vais essayer de voir si on peut déplacer un petit peu les courroies. Ouais, on voit un petit peu comme ceci. Donc tu as un système d'engrenage qui vient jouer sur notre courroie, qui fait déplacer notre tête. Et notre tête est portée sur le rail linéaire en dessous. Et la question qu'on pourrait se poser, du coup, est-ce qu'ils ont mis des rails linéaires pour l'axe Z? Non, ils sont restés sur des choses assez classiques, c'est-à-dire, tu sais, des vis sans fin. Je ne sais pas si on va les voir, oui, on les voit apparaître, mais on a quand même un avantage, c'est qu'ici, on a deux moteurs pas à pas qui sont en bas de chacune des barres. Souvent, sur les imprimantes d'entrée de prix, on a un seul moteur en bas, une tige filetée, la vis sans fin. Sur la partie haute, on retrouve une courroie qui vient piloter la deuxième tige filetée, la deuxième vis sans fin, qui vient se poser en bas sur un roulement. Petite chose atypique sur le côté de notre imprimante ici, tu retrouves le logo du NFC. Je me suis procuré du coup une bobine de Creality, tu sais, pour pouvoir tester la puce RFID que l'on va placer ici. Et normalement, quand tu places ta bobine sur le côté, ça change les informations du menu des matériaux. Cet emplacement, c'est pour celui qui se trouve sur le dessus de ta machine, hein, pour le porte-bobine. Allez, on teste. Donc, initialement, on a une bobine tout à fait traditionnelle. Je vais essayer de faire ça en même temps. Je ne sais pas s'il peut faire un grand angle. Je place ma bobine sur le côté. Alors, en face, tant qu'à faire, on entend un bip, enfin un ou plusieurs. Et hop, ça y est, elle est reconnue. Donc, on voit le logo RFID. Et maintenant, on va cliquer sur Edit. Et on voit que c'est bien une bobine de la gamme Creality. C'est du PLA, il est de couleur bleue. C'est de l'hyper PLA. Température entre 190 et 240. Bon, et là, c'est notre bus qui est en 0,4. Donc, on récupère les mêmes types d'informations que l'on a sur notre bobine. Enfin, presque. Parce que tu vois, ici, c'est noté 190 à 230. Et ici, ça va être noté entre 190 et 240. Je pars du principe où c'est peut-être soit une erreur de transcription ou une autre type d'information. Ici, le PLA peut se travailler entre 190 et 230 degrés. Ici, c'est peut-être la plage de température aussi. Tu sais, quand on fait la purge, souvent on purge avec une température un peu plus haute. Donc peut-être qu'on a une variante. On va voir avec les mises à jour aussi, hein, si ça change ces informations. En tout cas, la technique de placer la puce RFID sur le côté, ça fonctionne bien et c'est reconnu tout de suite par l'imprimante. Sur la partie droite de l'imprimante, on retrouve notre écran de 3,2 pouces. Et chose qui va être intéressante et spécifique avec cet écran, c'est que tu vas pouvoir le pivoter comme ceci, l'incliner si besoin comme ceci. Alors pourquoi c'est intéressant? L'idée c'est que si tu as une imprimante par exemple qui est posée au sol, ce sera appréciable de pouvoir orienter ton écran vers le haut. Si ton imprimante est plutôt face à toi, tu vas pouvoir jouer sur l'inclinaison. Donc ça, pour moi, c'est un vrai plus. Et tu remarqueras qu'on ne voit pas d'antenne Wi-Fi, tu sais, un peu comme on retrouve sur certaines imprimantes de ce type-là. L'antenne, ils l'ont placée directement dans l'écran. Et toujours sur le côté droit, tu auras l'emplacement pour pouvoir mettre ta clé USB. Ensuite, on va retrouver la webcam juste ici, tu vois, sous la barre. On a le petit cache de protection, comme ceci. Donc si tu veux faire des timelapses, faut retirer le petit cache devant
Et ici, on a une toute petite LED pour jouer sur l'éclairage. Je te le dis tout de suite, c'est gadget, c'est clair que dalle. Et pour la webcam, ben, je te dirai un peu plus tard ce que j'en pense. Là, je viens de retourner l'imprimante. Donc sur le dessus, on va retrouver le porte-bobine. On pourrait se demander pourquoi il y a un porte-bobine alors qu'à côté, on a le CFS. En fait, c'est assez simple. On a pas mal de filaments qui ne vont pas passer dans le distributeur qui est à côté, le CFS, par exemple du TPU. Tu sais, des filaments qui sont particulièrement souples. Donc tu utiliseras le porte-bobine qui est sur le dessus. On reliera ce petit embout qui est ici. On déplacera notre tube PTFE pour le placer ici, pour que ton filament puisse arriver directement jusqu'à la tête d'impression. Alors sur l'arrière de l'imprimante, on va s'attarder sur quelques points. Déjà, première chose, le câble management qui est ici, que l'on vient clipser pour qu'il soit tenu contre notre barre. Il y en a un ici et un ici, deux clips. Ensuite, ce câble est fixé ici. Donc tu as un petit connecteur, un peu d'électronique, un autre moteur pas à pas que l'on va retrouver juste ici derrière le cache. Donc ça, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui va gérer le mouvement de ta tête. Ensuite, on s'attarde sur le câble qui alimente notre bed, qui est ici. Et là, ils ont quand même fait l'effort d'utiliser quelque chose de costaud et quali. Je te laisse regarder les renforts. C'est pour éviter, tu sais, qu'il y ait des pincements au niveau de ton câble et que du coup, les fils à l'intérieur viennent se pincer, viennent se couper et peut engendrer un court-circuit, un départ de feu. Donc c'est arrivé sur plusieurs modèles, sur différentes marques. Donc là, ils ont quand même fait quelque chose de plutôt robuste. Et enfin, le troisième câble qui, lui, va alimenter et qui va être relié à ta tête d'impression, qui va se présenter comme ceci. Et en plus, c'est plutôt bien pensé. À chaque fois, tu as des petits QR codes. Donc si tu n'es pas sûr de ce que tu fais, tu scannes et ça t'envoie vers la vidéo qui te permet de montrer comment on branche, comment on clipse les choses. Comme ça à chaud pour la partie finition, et ben déjà on va remarquer que il n'y a pas de plastoc, c'est de l'aluminium quasiment partout, même sur le dessus on pourrait croire que c'est du plastique, mais non, pareil, c'est de l'alu, sur les côtés aussi. On a un tout petit peu de plastoc, tu vois, sur les côtés, sur les angles, sur les caches de finition, sur le cache à l'arrière. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quali, c'est plutôt bon signe. Le fait d'avoir placé de l'aluminium un peu de partout, c'est pas qu'une histoire esthétique. Bien entendu, ça va jouer aussi sur la robustesse, d'une part, mais il n'y a pas que ça. L'idée qu'on est sur des imprimantes dites à haute vitesse, les imprimantes à haute vitesse vont générer des vibrations et vont générer des résonances. Alors tu auras compris qu'en utilisant des matériaux plus nobles de qualité, eh ben, tu vas améliorer aussi tes qualités d'impression. Et sur le côté ici, alors ils lui ont apporté un nom, je sais même pas comment il l'appelle, je sais plus. Moi j'appelle ça un répartiteur. L'idée c'est que on va avoir 4 entrées dessous, donc 4 tubes PTFE qui peuvent arriver pour pouvoir relier 4 CFS. Donc 4 CFS, tu pourras gérer jusqu'à 16 couleurs. Ton filament est amené jusqu'à ton répartiteur, il passe dans l'autre tube PTFE qui lui arrive jusqu'à la tête d'impression. Maintenant on va regarder ce que l'on a derrière le cache, hein, là où on a la tête d'impression. Donc on a juste 2 vis à retirer, une ici et une de ce côté. Et ensuite, eh bien, on retire notre capot. Première chose que l'on va observer, c'est qu'on a 2 systèmes de ventilation pour pouvoir refroidir du coup la sortie de bus qui est ici. Donc on a un ventilo ici et un autre de l'autre côté. Et à chaque fois, alors je vais essayer de me rapprocher, voici, et donc à chaque fois on va pouvoir souffler de l'air ici et souffler de ce côté-ci. L'idée, une fois de plus, vu qu'on est sur des imprimantes dites haute vitesse, il faut refroidir très rapidement à la sortie de la buse lorsque tu fais ton impression. On pourrait se poser la question, vu qu'on a 2 ventilos, un ici, voire même un troisième ici pour refroidir le radiateur qui est juste derrière, eh bien ça génère beaucoup de bruit. Eh bien non. Ils ont choisi des matériaux, en tout cas des composants électroniques de bonne qualité, ce qui fait que, tu vas l'entendre sur plusieurs de mes séquences vidéo, c'est une des imprimantes les plus silencieuses que j'ai au niveau de l'atelier. Donc quand on choisit de bons composants électroniques, lorsque c'est bien réglé, eh bien on arrive à avoir des imprimantes plutôt silencieuses. Ensuite on aperçoit notre buse juste ici. Je me suis aussi procuré une buse pour pouvoir te montrer, tu sais, la buse trimétal. Je vais enlever le petit capuchon qui est sur le haut. Donc voici comment ça se présente. Donc à l'intérieur, c'est du full métal. L'idée c'est que tu ne vas pas te retrouver avec un tube PTFE qui va être coincé dedans.
et ça va limiter les fuites. Alors ça coûte un peu plus cher à changer, mais une fois que tu as testé ces types de buses à changement rapide et qui sont efficaces et qui évitent grandement tes buses de se boucher, et ben vaut mieux mettre quelques euros de plus et avoir ce type de qualité qu'avoir des buses low cost. Ici c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, la petite manette qui vient pour pouvoir actionner le couteau, juste ici, et si on a besoin de faciliter l'engagement du filament, on va venir appuyer ici, comme ceci. Ça permet d'écarter un petit peu les roues crantées qui sont dedans, dans l'extrudeur, et tu pourras y glisser ton filament. Pour avoir démonté quand même pas mal de têtes d'impression complètes, surtout sur les dernières d'ailleurs que j'ai reçues, eh bien la plupart c'est quasiment inaccessible. Les fils sont bien souvent trop tendus, faut tout démonter pour pouvoir débrancher la moindre chose. Ici, ça me semble vraiment pratique, tout est en façade. On peut dévisser les choses facilement, on peut déclipser facilement, donc ça m'a l'air vraiment très bien pensé. On verra quand on fera de la maintenance directement sur la tête, mais je te dis, j'ai démonté récemment d'autres marques, c'était une vraie galère. C'était une vraie galère, des pièces extrêmement fines, des accès inaccessibles. Donc là, écoute, ça me semble bien pensé. Mais je te ferai une vidéo de rattrapage si nécessaire, si je vois que je suis en galère le jour où je fais un peu de maintenance sur cette tête d'impression. Et ici, je vais t'expliquer très rapidement, je vais essayer de t'expliquer quel est le principe de la gestion du multicolore. On veut alors faire une pièce multicolore. Allez, ici on a notre CFS, sur lequel tu vas pouvoir placer jusqu'à 4 bobines, 4 couleurs. On imagine qu'on commence par la couleur blanche. Donc ton filament blanc va passer dans ton CFS, dans le tube PTFE qui est ici. Tu as des roulements qui vont l'entraîner, qui va faire passer notre filament jusqu'à la sortie de notre CFS qui est ici. Pareil, le tube PTFE. Ton filament va suivre le tube PTFE jusqu'ici, donc sur ce que moi j'appelle le répartiteur. Il passe ensuite dans l'autre tube PTFE et il arrive jusqu'à la tête d'impression. Il va continuer son chemin, donc au niveau de la tête d'impression, on a déjà un capteur de filament. Ensuite, il passe dans l'extrudeur, c'est des espèces de petites roues crantées qui vont pousser le filament dans la buse. Donc la buse est chauffée et c'est ça qui va faire couler finalement ton filament. Alors oui, j'utilise des mots assez simplifiés, mais bon, l'idée c'est que cette imprimante est peut-être destinée à un public aussi qui n'a jamais fait d'impression 3D. Première chose, il va venir comme ceci pour pouvoir couper le filament qui pouvait être à l'intérieur auparavant, tu vois, s'il avait fait un changement de filament, pour pouvoir le retirer et faire passer le nouveau filament. Ensuite, il va se déplacer de l'autre côté, il va chauffer la buse, il va purger de la matière, donc il va faire passer le filament à l'intérieur de notre buse. Imagine que tu avais encore un peu de filament d'une autre couleur à l'intérieur de la buse, donc du coup, il vient extruder, faire partir le filament qui était à l'origine, donc en poussant du filament blanc. Il le fait tomber dans ce petit récepteur. Une fois qu'il a fait une première purge, il vient l'éjecter. D'ailleurs là il s'est barré très très loin. Il va continuer par une seconde purge pour pouvoir faire en sorte qu'on ait essentiellement du blanc, donc la couleur que l'on veut mettre à l'intérieur, et pareil, à chaque fois il éjecte. Et il va faire ça plusieurs fois. Donc notre tête n'est pas ici, notre tête elle est positionnée comme ceci lorsqu'il fait la purge. Ensuite il va venir essuyer la buse sur l'arrière du plateau, sur cette partie métallique. Il va frotter la buse pour bien la nettoyer, il va venir la refroidir à nouveau et il viendra checker notre plateau pour vérifier que notre plateau soit parfaitement de niveau. Ensuite il vient extruder un peu de matière sur notre plateau, c'est ce qu'on appelle un peu une purge, une petite purge sur notre bed. Imaginons qu'on ait commencé par faire du blanc sur notre plateau et qu'on veuille passer à la couleur verte. Dans notre logiciel, le slicer, le trancheur, pour être français, tout est paramétré. Donc lui, il sait qu'une fois qu'il a fait une première base blanche, il va devoir utiliser un filament d'une autre couleur. Il va alors positionner la tête de ce côté-ci pour pouvoir couper le filament, donc le filament de couleur blanche.
Et tu auras compris que le filament fait le chemin inverse, il repart dans le tube PTFE, il revient à l'arrière, il passe derrière notre CFS et il arrive jusqu'à peu près par ici, un peu dessous. Pour laisser la place au filament vert qui est ici, qui va faire exactement le même chemin que tout à l'heure avec le filament blanc. Et là, on va faire à nouveau des purges. Donc tu auras compris qu'à chaque fois que l'on change de couleur sur chacune des couches, eh bien, ça génère énormément de déchets. Et ça, c'est tout le problème du multicolore sur ce type d'imprimante, parce que à chaque fois, vu qu'on a une seule buse, on a besoin de vider ce qui est à l'intérieur de notre buse pour pouvoir passer sur une nouvelle couleur. Donc ça te génère des tonnes et des tonnes de déchets. On va prendre l'exemple de notre copain le panda. Et bien pour pouvoir faire cette pièce, qui est juste en deux parties en soi, tout ça c'est préassemblé. J'ai juste la partie haute qui était posée sur notre bed, et puis l'autre partie qui était ici. Donc c'est un vrai multicolore. Et on va générer tous ces déchets avec, pour le coup, j'avais fait une toute petite tour de purge qui était à l'arrière de notre plateau. Donc quand tu feras du multicolore, si tu fais pas du pièce par pièce, eh bien tu génères beaucoup de déchets. Alors j'aime bien reprendre l'exemple, par exemple, de ce petit personnage. L'idée, si tu veux faire ce type d'impression en multicolore, tu vas générer autant de déchets si tu en fais 1, 2, 3 ou un plein plateau. C'est pour ça que sur chacune des vidéos, j'essaie de t'expliquer qu'il faut optimiser ton plateau. On prend l'exemple de ce petit truc-là. Quand on est sur, admettons, la couche qui est ici, au niveau des yeux, on a plusieurs couleurs. Donc à chaque fois, il va venir purger de la matière et faire énormément de déchets. Qu'on ait 1, 2, 3, 4 ou un plein plateau, il va générer le même déchet, parce que nos petits bonhommes, ils sont à la même hauteur, ils sont tous de la même taille. Donc quand on est sur cette hauteur-là, il va générer une seule fois des déchets, et ensuite il va venir imprimer chacun de nos petites figurines. Dans l'idée de l'optimisation, imagine que tu ne veuilles pas en faire 50, que tu veuilles en faire juste 3-4, et tu as une autre façon de générer moins de purges. Tu pourras placer sur ton plateau, si tu le souhaites, un genre par exemple de petits Bouddha mignons ou une autre impression 3D pour laquelle tu t'en fous s'il y a plusieurs couleurs à l'intérieur. Si, imagine, tu travailles sur 3 ou 4 couleurs, tu vas t'en foutre que ton Bouddha ait 4 ou 5 couleurs et qu'il soit pas forcément très joli, parce que tu te dis, celui-ci, je vais lui faire un post-traitement derrière et tu vas le repeindre. Tu vas placer une autre impression sur ton plateau, donc une autre figurine, un autre STL, un autre fichier, et alors tu vas lui dire de générer une partie de tes purges directement dans ton Bouddha, donc il sera de toutes les couleurs, mais au moins tu auras limité une partie des déchets, et lui, soit il te plaît en multicolore, soit tu vas le repeindre derrière et tu fais ce qu'on appelle du post-traitement. Ensuite, dans le trancheur, dans le slicer, tu peux jouer sur pas mal de paramètres pour limiter aussi ces déchets sur la longueur de ces déchets. Donc tu vas jouer sur le coefficient de façon à ce que tu te dises, en fonction du type de couleur que tu utilises, tu as des couleurs des fois qui sont toutes un peu foncées et sur lesquelles tu es sur une grosse pièce, pas sur des toutes petites figurines comme ceci. Et c'est pas trop grave si tu purges un peu moins et que tu ramènes un petit peu de l'ancienne couleur finalement dans le milieu de ton impression, dans ton remplissage, de façon à ce qu'il continue à purger un petit peu à l'intérieur de ta grosse figurine, de ta grosse impression. Et là, une fois de plus, on va limiter les purges. Parlons du CFS. Donc pour Creality, ils ont fait le choix que le CFS, quand tu utilises un seul, il est auto-alimenté directement par ton imprimante. À la question, est-ce qu'il est chauffé? Est-ce que ça permet du coup, tu as de déshumidifier tes bobines en même temps que tu utilises ton imprimante, ou voire même l'utiliser séparément pour faire un dryer? Non. Est-ce que c'est indispensable? Alors, il y a deux façons de voir les choses. Soit tu utilises des dryers un peu additionnels, comme celui que je vais te montrer,
Tu vois, avec la Prusa XL, j'utilise des dryers de Sunlu sur lesquels on va mettre 4 bobines à l'intérieur, donc de chaque côté. Du coup, je m'en sers surtout quand j'utilise la Prusa XL, mais pas que. Ça veut dire que quand j'ai besoin de déshumidifier des bobines, je les mets à l'intérieur. Et on avait pu voir qu'avec l'ACE Pro que l'on a chez Anycubic, on a ce système à l'intérieur qui va chauffer pour pouvoir déshumidifier tes bobines. Toutefois, eh bien, ça rajoute une nuisance sonore qui n'est pas des moindres. Ce dryer, je te l'ai déjà expliqué plusieurs fois, il fonctionne correctement, mais par contre, il est extrêmement bruyant. Il est bruyant à partir du moment où on l'alimente, parce que forcément, il embarque un peu d'électronique, il embarque des ventilos, et lorsque l'on utilise la fonction dryer proprement dit, pour pouvoir chauffer l'intérieur, eh ben, ça rajoute du bruit supplémentaire. Du coup, on revient au CFS de Creality. Donc, ok, il ne fait pas de dryer. Pour moi, ce n'est pas indispensable. Je préfère avoir quelque chose qui soit qualitatif, qui soit efficace et robuste, et qui ne fasse pas de bruit, que d'avoir un truc qui fait un peu les deux, mais qui n'est pas forcément très bien réglé, et qui génère beaucoup trop de bruit. Donc tes bobines, si tu les conserves correctement, ou si de temps en temps elles sont trop humides et tu les mets dans des petits dryers séparés ou des gros dryers comme celui de Sunlu, et ben ça fait le job aussi. Faut arrêter de se dire que c'est pendant ton temps d'impression que des bobines vont prendre l'humidité. Soit tu as l'humidité au départ dans ta bobine, soit elle n'y est pas. Donc ça peut avoir un intérêt d'avoir un dryer si ta bobine est humide au départ et que tu veux du coup la sécher pendant le fonctionnement, mais entre nous soit dit, si ta bobine est trempée, en tout cas si elle a trop d'humidité, c'est pas quand tu vas lancer ton impression qu'elle va sécher immédiatement. Il va lui falloir au moins 8 heures, voire plus, pour pouvoir sécher l'humidité qui est dans ton filament. Donc il faut la mettre en amont dans ton dryer, la laisser sécher, et une fois qu'elle est sèche, tu lances ton impression. Donc ceux qui te diront, je mets ma bobine qui est humide à l'intérieur, je mets ma fonction dryer pour sécher, et je lance mon impression tout de suite, faut arrêter, c'est un peu du pipeau. Si ta bobine est humide, elle est humide, il lui faudra un temps pour sécher. Donc à la réponse, est-ce qu'elle a un dryer? Non. Et maintenant, on va voir surtout, est-ce que c'est efficace, et surtout, comment il fonctionne. Alors déjà, on va regarder, on va virer nos bobines. Et voici, et on regarde comment il est fait. Bon, d'un point de vue look, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve que c'est plutôt épuré. Ils ont choisi des matériaux qui sont nobles. C'est pas branlant de tous les côtés. Ça me semble qualitatif, donc c'est plutôt un bon point. Une partie, tu vois, qui est un petit peu mat sur le dessus, qui évitera grandement toutes les rayures que l'on trouve sur les parties qui sont un peu brillantes. Sur les côtés, tu as deux petits encoches, si tu veux le refermer. En soi, est-ce qu'on le ferme complètement? La plupart du temps, on ne le ferme pas en entier. Une fois qu'il est en place, il est en place, d'autant plus qu'il n'a pas cette fonction dryer, donc pas trop d'intérêt d'apporter, si tu veux, en gros, la serrure. En façade, on va avoir une information sur l'humidité, le taux d'humidité que l'on trouve à l'intérieur et la température ambiante. Et puis ici, tu as des petites LED qui clignotent. C'est surtout pendant le fonctionnement, ça va te dire le numéro 1 est en train de fonctionner, le 2, le 3 ou le 4. Et pour l'intérieur, ils ont rajouté des tubes PTFE. Ça a un avantage, effectivement, étant donné que, imagine que tu as ta bobine qui est ici, quand tu as ton filament qui est ici, ou alors si ton filament, ta bobine est pleine ou elle est quasiment vide, ça a tout son intérêt d'avoir quelque chose qui accompagne ton filament, et ça évite aussi grandement à ce que ton filament se coince, et chose que l'on connaît beaucoup chez Bambu Lab, les bobines qui se barrent comme ceci, qui viennent tirer parce que le mécanisme est mal fait. Donc là, c'est plutôt bien pensé. Ensuite, on a ce mécanisme qui est monté sur des roulements, et là on n'est pas sur des mini roulements comme les petites choses que l'on trouve à l'arrière. On a quelque chose qui semble robuste. J'essaierai de le démonter pour voir comment ça se présente. À l'arrière, ils sont restés sur des choses assez basiques, et donc ces petits rouleaux qu'ils ont mis à l'arrière, ils sont partis dans le même esprit qu'ils ont fait sur la génération 2 des AMS, c'est-à-dire que ils ont réduit les frais de fabrication. Sur la génération 1, on avait des anthrax, des tiges métalliques avec des roulements sur les côtés. Sur la génération 2, c'est du plastoc comme ceci avec de petits roulements. Allez, on va le reclipser.
Là, on a des trappes sur lesquelles tu vas pouvoir mettre des petits sachets de silice pour pouvoir absorber l'humidité. On va retrouver des rainures pour pouvoir faciliter le placement de tes bobines. Et sur le haut, alors ce petit mécanisme, ça permet normalement, si tu as des bobines qui sont suffisamment hautes, de pouvoir venir en appui et de faciliter en fait la rotation. Donc il y a déjà des upgrades hein, qui existent avec des choses qui permettent de gérer plus de hauteur. Si tu as des bobines qui sont un peu plus petites, il faut bien sûr que ta bobine puisse frotter à la fois sur la roue à l'arrière et sur les roulements qui sont devant, mais des fois il y a certaines qui sont légèrement plus petites comme certaines Sunlu et elles viennent pas en appui ici, et certains disent que du coup ça se passe pas très bien au niveau de la rotation. Donc il existe d'autres modèles qui ont été faits par la communauté qui viennent en appui directement sur ta bobine, et il existe aussi des petits enjoliveurs. Bon, certains te diront qu'il ne faut jamais mettre de bobines en carton dans ces espèces de petits appareils, distributeurs de bobines, je vais appeler ça comme ça. Et ben nous on va faire le test et on va même tenter de faire du multicolore lors de notre prochain print. Allez, on procède à l'insertion de notre filament à l'intérieur de notre tube PTFE. Donc normalement, si tout va bien, on va avoir quelque chose qui va reconnaître qu'on insère le filament et ça devrait enrouler. Donc là, il reconnaît le filament, on voit qu'on a ce petit voyant qui clignote, et là il essaye de le tirer. Sauf que, observe bien ce qui se passe, ici ma bobine, elle est déformée. Donc si ta bobine est déformée, et ben, la rotation est mauvaise, et donc forcément, ça va galérer. Et c'est souvent pour ça que l'on a des difficultés avec nos bobines qui sont... je vais lui laisser un peu de liberté pour qu'il puisse reprendre. C'est souvent comme ça qu'on a des problèmes avec nos bobines qui sont en carton, parce que souvent elles sont un peu voilées comme celle-ci. Et donc quand elles sont voilées, forcément ça ne matche pas bien. Donc ce qu'on va faire, avant de tenter de mettre un enjoliveur, on va essayer de la dévoiler. Je sais pas, le jeu de mots, je sais pas s'il est là. Et puis on va tenter de la replacer dans le CFS. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas comparer. Par exemple, celui-ci, notre bobine est pas trop voilée, elle est plutôt correcte, ça roule. Celle qui est à l'arrière aussi, ça devrait fonctionner. Par contre, celle-ci, tu vas t'apercevoir qu'elle a quand même du mal. Donc celle-ci, essaye même pas de lancer ton print avec, tu as toutes les chances à ce qu'elle vienne se coincer, que ça tire sur ton filament, que ça ne matche pas. Donc fais d'abord ton premier test en faisant rouler ta bobine. Si tu vois que ça ne marche pas, il faudra de ce fait faire des petits enjoliveurs. Allez, du coup je change de couleur. J'étais parti pour faire un panda avec du violet noir. Là on va faire un panda finalement avec du vert noir de Husson. Donc on découpe notre filament, on le place et on essaye de voir si notre filament passe à l'intérieur de notre CFS pour pouvoir remonter le long de notre tube PTFE. Donc là tu vois, il déroule la bobine. On va voir passer notre filament dans le tube PTFE. Il remonte, il revient jusqu'à la tête. Et il fait du coup demi-tour. On se retrouve directement sur le menu de commande qui est ici, en fait sur notre petit écran. On a notre bobine qui apparaît, on clique dessus et je vais essayer de zoomer. Donc on est ici, bobine 1, on appuie sur Edit. Donc bobine 1, Edit. On lui dit si c'est du PLA. Alors pour l'instant, il y a très peu d'informations parce que c'est les, on va dire, c'est les toutes premières imprimantes qui sont sorties, donc c'est pas encore celles de série qui vont arriver pour les précommandes qui sont en cours. Donc il va y avoir les mises à jour du logiciel qui permettra d'avoir plus de choses ici, plus de choix. On aura aussi la langue en français. Donc ici on est limité, on va lui mettre que c'est du générique, on appuie sur OK, que c'est du PLA, OK, la couleur, on va mettre une couleur à peu près verte, comme ceci. Il te demande quelle est la plage de température pour ton filament, entre 190 et 240 degrés, et quel est le diamètre de ta buse. On appuie sur OK. Hop, j'ai cliqué 2 fois, et on va passer à la deuxième bobine. Toi, tu vas faire ça pour chacune des bobines, je ne vais pas le faire là. Alors moi, je ne prends jamais, tu vois,
le tout début de ma bobine. Chaque fois que je mets une nouvelle bobine, je vais aller en chercher, je vais les couper à peu près 20 cm, parce que c'est souvent sur les 10 premiers centimètres, 20 premiers centimètres, tu vois, ceux qui sont un peu à l'air, c'est surtout dans cette partie-là qu'il y a le plus d'humidité et que ça casse. Donc je préfère aller couper un peu plus loin et d'assurer mon print. On a alors inséré nos 3 bobines, on se retrouve sur notre écran, donc j'ai placé ma clé USB, je vais dans le petit fichier ici, je sélectionne ma clé USB, je sélectionne le fichier que je souhaite imprimer, je vais zoomer ici, donc je l'ai appelé le iPanda. Il te demande est-ce que tu souhaites faire ta calibration, hein, c'est est-ce que tu souhaites checker ton plateau avant de lancer ton impression, donc faire des petits points, donc oui ou non. Moi je le fais par défaut à chaque fois, comme ça on est sûr que notre première couche soit toujours nickel. Et ensuite il te demande est-ce que tu souhaites enclencher le CFS avec, oui, étant donné qu'on va gérer du multicolore, on appuie sur Next. Le choix des couleurs, tu vas pouvoir changer si tu le souhaites ici. On prend l'exemple que dans ton logiciel, dans ton slicer, tu aies mis la couleur, admettons, rouge en premier, le noir en second et le rose en troisième. Et que ici, tu t'aperçois que tu as fait l'inverse, ou alors que dans ton slicer, tu as fait l'inverse. Et bien, c'est pas trop grave en soi. Et on va se retrouver directement sur l'écran. À tout moment, tu peux lui dire que sur le numéro 2, tu veux utiliser plutôt la bobine, admettons, numéro 3. Sur ton numéro 3, tu veux utiliser la bobine numéro 1, donc le A. Tu peux tout inverser. Donc, il faut juste être vigilant au moment où tu lances ton impression, que les couleurs que tu as mis dans ton slicer soient adaptées aux couleurs que tu souhaites apposer finalement hein, pour ton impression. Et puis, une fois que tu as checké tout ça, bah, tu pourras lancer ton print. Donc moi, dans mon slicer, je voulais du noir sur la bobine 1. En fait, du noir, moi, c'est la couleur verte, parce que c'est du noir et du vert. En seconde position, je voulais du blanc, donc je sélectionne le B. Et en troisième position, je voulais du rouge-rose, donc c'est celui-ci, c'est le C. Et on peut donc passer au print. Là, il va d'abord enregistrer les informations qui sont dans la clé USB, dans la petite mémoire interne de notre imprimante. Et on va observer son comportement. Donc première chose, il va chauffer la buse aux alentours de 140 degrés. Notre plateau est à 30 et il va chauffer jusqu'à 60 degrés. Donc, il va aller checker les positionnements, tu vois, le Z, le Y et le X. Donc là, il va venir se positionner en Z en haut, il va aller checker les fins de course de chaque côté. Ok, tu vois, il fait son alignement. Ensuite, il va redescendre au point 0. Donc il va venir palper le plateau. C'est pas simple hein, pour la mise au point. Donc ici, en fait, hein, il s'est repéré dans l'espace, il sait où est le point haut, où est le point bas. Il a fait pareil hein, pour le plateau. Ensuite, il va venir poser la buse sur la petite partie métallique qui est à l'arrière. Donc en fait, pour faire ça, hein, il a chauffé un peu plus la buse à 175 degrés, 180 degrés. Et il va faire un petit nettoyage en fait de notre buse. Il va venir la frotter sur la partie métallique qui est ici, puis après on va la voir qui se frotte directement sur le juste à côté sur le silicone. On va attendre un petit peu. Donc voilà, donc là il a procédé au nettoyage de notre buse. Ensuite, il va lui demander de redescendre la température, tu vois, redescendre aux alentours de 120 degrés. Et pourquoi il y a tout ce processus avant de lancer un print? Bah, c'est hyper important, parce que en fait, si ta buse est dégueulasse, imagine tu as un petit bout de plastique au bout, quand il va venir faire
le leveling, hein, lorsqu'il va venir checker les points sur ton plateau, ben forcément, si tu as quelque chose qui est dégoûtant sous ta buse, et ben tu ne seras pas de niveau. Ensuite, il refait le check en Z, et il va ensuite faire ce qu'on appelle le nivellement, hein, faire les points sur ton plateau pour checker quelle est la hauteur, savoir s'il est parfaitement de niveau ou pas. Et pour ce faire, il va descendre encore la température de la buse ici. Le but, c'est qu'il n'embarque pas un petit peu de filament. Quand si ta buse est extrêmement chaude à l'intérieur, eh bien tu as un risque à ce que ton filament fuit, on va dire ça comme ça, fuit dans la buse, passe le niveau de la buse et que tu aies un petit peu de déchets sous la buse, donc il ne pourra pas palper le plateau correctement. Et donc tu vois, il va se mettre à 45 degrés au niveau de la buse. En gros, il coupe la chauffe pour ne pas avoir de suintage sous la buse et pouvoir faire le nivellement. Alors ouais, toutes ces opérations, c'est long, tu vas me dire, c'est 5 minutes au moins. Mais en soi, est-ce que tu es à 5 minutes près sur un print qui va durer 10 heures, 5 heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours? Pour ma part, je préfère assurer en perdant 5 minutes au départ, voire 10 minutes si tu fais tout correctement, et avoir un print qui a toutes les chances de bien se passer. En tout cas, tu vas maximiser les chances, tu vas tout mettre de ton côté de façon à ce que ça se passe bien. Ou alors tu as le choix de tout faire à l'arrache et tu fais confiance et tu dis ouais c'est bon, ça passe, et tu lui dis balance le print direct, et là bah, tu t'en prendras qu'à toi s'il faut tout relancer, s'il faut renettoyer le plateau, s'il faut attendre que le plateau soit froid pour redécoller ta première couche qui s'est mal passée. À toi de choisir. Mon choix, bah, c'est je préfère attendre. Et c'est donc comme ça que se passe le nivellement. Tu vois, à chaque fois, tu as ton plateau qui bouge un peu et ta tête qui se déplace. Alors, on a ce petit bruit, hein. Écoute, je vais même enlever le micro cravate. Et je vais te faire écouter. Alors on a ce petit grincement. Je vais remettre mon micro. Je ne sais pas, où il est le grincement. J'ai plusieurs personnes utiliser cette imprimante. Ils ont tous aussi ce petit grincement. Je ne sais pas l'expliquer. J'essaierai de trouver à quel endroit où se passe ce petit grincement de vieille là. C'est pas terrible en termes de bruit, mais en soi c'est pas ce qui est le plus dérangeant. On l'entend surtout quand elle fait son nivellement. Vu qu'on est devant, j'y pense, alors je dis, il y a quelque chose que je regrette, et c'est valable sur pas mal d'imprimantes. C'est-à-dire que là, tu vois, on va lancer un print qui se passe dans cette zone-là, jusqu'ici, mais qui ne vient pas toucher forcément cette zone. Eh bien, mine de rien, il vient palper le plateau dans son intégrité. Et ça, c'est pour moi une vraie perte de temps. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'imprimantes, ou pas beaucoup de logiciels sur certaines imprimantes qui permettent de se dire je print juste ici, donc je check juste ici. Donc c'est valable sur certaines imprimantes. En tout cas là, en l'état aujourd'hui, sans mise à jour, lui il sait pas faire. Il perd son temps à aller checker tout notre plateau avant de lancer un print. Donc tu veux faire juste un petit truc ici, il prendra le même temps à aller vérifier que tout ton plateau soit parfaitement de niveau. Il a fini de faire le nivellement. Il va de nouveau chauffer notre buse à 220 degrés. Ensuite, il va venir récupérer le filament qui lui semble le plus adapté en fait. Par rapport à notre slicer, on a découpé. On commence par une couleur, donc il va aller récupérer la couleur que l'on a définie dans le trancheur, dans le slicer. Il va la passer dans le tube PTFE, arriver jusqu'à la tête, le faire passer dans la buse, et puis ensuite il va éjecter un petit morceau de PLA pour s'assurer tout simplement qu'il ait purgé l'ancienne couleur qui était à l'intérieur de notre buse. Allez. Donc pour lui, il a sélectionné le blanc. Donc on va voir notre filament suivre notre tube PTFE pour arriver jusqu'à la tête. Ensuite, il va ce qu'on appelle extruder, il va faire passer notre filament à l'intérieur de notre extrudeur, tu sais, les roues crantées. Il va descendre jusque dans la buse
et il va purger de la matière pour l'éjecter. Donc ici, on a vu qu'il a purgé un petit peu de blanc, il éjecte le blanc, il va refaire l'opération plusieurs fois pour s'assurer que la buse soit parfaitement propre et qu'il ne nous reste pas une autre couleur à l'intérieur de la buse. Là, j'avais de la chance, le filament auparavant était un blanc aussi, mais d'une autre marque. Mais sinon, tu aurais vu, tu vois, des déchets de couleur noire, admettons, hein, si j'avais eu un filament noir à l'origine dans la buse. Donc là, il a éjecté, il fait, tu vois, une première ligne, tu vois, il dépose un petit peu de PLA sur ton plateau, et il attaque directement notre print. Voilà pour la phase de démarrage. Alors je ne vais pas te le faire sur chacun de mes prints, mais c'est pour te montrer de A à Z comment on lance un print avec ce type d'imprimante, donc la Creality. Alors la prononciation, j'y arrive pas toujours bien, mais c'est ce qu'on appelle la Creality High. Voici pour cette séquence de démarrage d'un print en multicolore. Notre première couche s'est parfaitement bien passée, elle continue le job, et on va lui dire rendez-vous dans 9 heures, en espérant que tout se passe parfaitement bien. Tu vois, là il est en train d'imprimer les petites pattes avant, et on passe à la prochaine séquence. Alors maintenant on va regarder le slicer, le trancheur de Creality. Pour ceux qui connaissent déjà le Bamboo Studio ou ceux qui connaissent Orca Slicer, c'est dans la même idée, simplement on n'a pas les choses au même endroit. La plupart du temps on a l'habitude de travailler avec tout un menu de commande qui est sur la partie gauche, là tout va se passer à droite. Nous avons des grandes familles de commandes comme ici les supports, la vitesse ou le système de couches, le multifilament, et enfin en dernier le menu autre où tu vas pouvoir gérer entre autres par exemple la jupe ou les bordures. Et le tout premier, donc, c'est la partie qualité. Tu vas lui dire quel type de qualité tu veux pour ton print. Est-ce que c'est du 0,2, du 0,24, donc des choses qui sont un peu grossières, ou du 0,12, voire du 0,08. Donc plus c'est fin, plus tes couches sont fines, meilleure sera la qualité, mais plus ça mettra de temps. Pour la gestion du multicolore, il faudra forcément activer la tour de purge. Tu vas définir le type de solidité, donc c'est là où tu vas pouvoir jouer sur l'épaisseur de tes murs, le taux de remplissage à l'intérieur de ta pièce. Tu as plusieurs modes, soit un mode traditionnel, soit un mode expert. Donc dans le mode expert, tu vas avoir beaucoup plus de choses sur lesquelles tu vas pouvoir travailler. Et si tu veux, dans le mode débutant, tu ne seras pas obligé d'aller dans tous ces menus ou dans ces sous-menus. En haut, ce qu'on voit, le robinet, en fait, c'est la purge, tu sais, quand il éjecte les pops. Les pops, c'est des caca, en gros, et tu vas pouvoir travailler sur le coefficient multiplicateur. Plus tu le réduis, moins ils seront importants, mais s'ils sont trop réduits, tu risques d'avoir du mal à passer entre deux couleurs. Tu auras du mal à purger, par exemple, le rouge si tu veux passer au blanc et vice-versa. Sur la partie haute de ton slicer, tu as d'autres menus, d'autres raccourcis qui te permettent de déplacer ta pièce, qui vont te permettre aussi de la colorer, qui vont te permettre d'agrandir ou diminuer ta pièce. Donc tu as tout un tas de menus de commande, l'orientation, tu peux rajouter du texte, tu peux apporter un outil de mesure, il y a tout un tas de choses. En fait, c'est vraiment bien fait et c'est assez simplifié maintenant par tous ces logos. Et puis tu vois, dès que tu passes ta souris dessus, tu as l'information de ce que tu fais et c'est en français. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Une fois que tu as peaufiné tous tes réglages, tu cliques sur découper le plateau et il va prendre un certain temps, ça dépendra le type d'ordinateur que tu as, et tu as un aperçu de ce qui va être imprimé. Ici, ça va nous permettre de voir que j'ai rajouté des supports. Donc le support, je ne sais pas si on en a parlé auparavant, c'est l'idée, tu ne peux pas en gros imprimer dans le vide. Donc tu vas supporter la matière, tu vas apporter du coup, tu vois, ces petits arbres, ce qu'on appelle l'arborescence, pour pouvoir déposer ensuite ton filament dessus. Typiquement, quand on regarde la bouche qui est ici, le haut de notre crâne, eh bien, il imprimerait dans le vide si on n'avait pas mis un support. Et la partie haute de notre pomme aussi, toute cette partie là, c'est des endroits qui sont dans le vide, donc il va être obligé de mettre des arbres ou alors des supports droits. Sur la partie gauche, on voit un petit peu tous les déchets et le nombre de filaments qu'on va utiliser. Par exemple, notre pièce, elle va utiliser 53 grammes de filaments, on va avoir 28 grammes de support, 77 grammes d'éléments purgés, et 19 grammes dans notre tour. Donc au total à peu près 180 grammes de filaments utilisés pour l'impression et pour tous les déchets. Donc on s'aperçoit ici que tu as
2 fois plus de déchets. En fait, tu vas utiliser 50 grammes de matériaux en gros et plus de 180 grammes au total, donc tu as à peu près 100 grammes, 125 grammes de déchets. D'où l'idée d'essayer d'optimiser ton plateau, donc on va mettre plus de pommes sur notre plateau. Donc au départ je mets 8, juste pour te montrer que si tu en mets trop, il te proposera un second plateau. Nous, le test que l'on peut faire, c'est juste avec 4 pommes. Hein. Tu ne pourras pas en mettre plus parce que sinon, la zone d'impression, il a besoin un peu d'espace et elle va venir en porte-à-faux, elle va venir toucher les autres pommes, donc il faudra espacer un peu plus tes pommes. Donc tu ne peux pas en mettre plus que ça sur ton plateau. Alors pourquoi? Parce que on va générer des supports. Si tu avais une impression sans support, tu pourrais bien entendu rapprocher toutes les pommes entre elles et du coup ta tête ne serait pas embêtée dans sa zone de travail. Il faut se dire que pendant ton impression, elle se déplace et même si le but c'est qu'elle viendra pas frotter, elle va pas jouer sur la hauteur, toutefois dans les déplacements il y a quand même un risque. D'ailleurs le slicer va nous le dire un peu plus tard, et il te conseille d'écarter un peu plus tes pommes de façon à avoir un peu plus de liberté pour travailler. Donc c'est un peu long. J'ai pas un ordinateur extrêmement puissant aussi, hein, mais il a quand même beaucoup de calculs, beaucoup de travail à faire lorsqu'on lui demande de faire ceci, parce qu'il faut qu'il analyse toutes ces informations sur le nombre de déchets, créer tous ces supports, donc ça prend plus de temps. Et donc on peut voir par rapport à notre print, donc 4 pommes, 213 grammes, c'est cohérent. Pour les supports aussi, on aura 4 fois plus de supports, 4 fois plus de déchets, mais pour le reste, pour la purge et la tour, on n'a pas plus de déchets. C'est donc ça une partie de l'optimisation des choses pour éviter de jeter trop de matériaux lorsque tu fais des prints multicolores. Il nous reste à enregistrer notre fichier ou l'envoyer directement à l'imprimante, enregistrer notre plateau sur une clé USB pour la relier à l'imprimante ou l'envoyer dans le cloud. Et là très rapidement, il nous a permis de lancer notre print, mais il te dit attention, il risque d'y avoir un conflit, donc il te dit d'espacer un petit peu les choses de façon à ce que tu n'aies pas de difficulté au moment de ton impression. Donc tu pourras déplacer tes pommes. Voilà pour le slicer, pour te faire une petite idée de l'outil de travail qui est assez simple. C'est bien beau tout ça, mais est-ce que la Creality High imprime bien? C'est ce qu'on lui demande, en gros. Hein. Nous, ce que l'on veut, c'est une imprimante qui imprime des choses de qualité. Donc, est-ce que ça match ou pas? On va faire le point sur une partie de nos impressions. La réponse, ça va être en images. Et la réponse, par exemple, on peut l'obtenir déjà avec cette espèce de tour de torture. Donc, qu'est-ce que l'on observe déjà sur cette tour de torture? On ne va pas faire point par point, mais c'est juste pour te montrer le côté qualitatif de l'impression. Donc là, je suis sur un print par défaut en ce qu'on appelle en 0,2, donc c'est la hauteur de couche, hein, les layers. J'ai pas apporté de modification dans le logiciel, dans le slicer, dans le trancheur. J'ai tout laissé par défaut. C'est super quali. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder nous aujourd'hui? À partir de quel moment notre imprimante a besoin, par exemple, de mettre des supports sur certaines de nos pièces? Déjà, qu'est-ce qu'un support? On va regarder sur un autre print qui n'a pas été fait avec cette imprimante-là, qui a été faite avec la Prusa XL. Ceux-ci, ce sont des supports. L'idée, c'est que toi, tu ne peux pas imprimer, ta buse, elle ne peut pas imprimer dans le vide. Donc, on va mettre un support dessous pour pouvoir recevoir ton filament et ta buse. Donc, c'est ces choses que tu vois ici. À quel moment on place des supports? Donc oui, ça a du sens quand on se dit qu'on imprime dans le vide. Mais lorsqu'on a une espèce d'inclinaison comme ceci, à partir de quel moment il sera nécessaire de mettre un support dessous pour que l'imprimante puisse, que ton impression puisse être maintenue. Alors tu as des imprimantes sur lesquelles, dès que tu commences à avoir une petite courbure, il faut du support, parce qu'elle ne sait pas faire le job. Et puis tu en as d'autres, pour lesquelles elles ont été mieux pensées, elles sont plus perfectionnées, elles sont plus qualitatives, et on mettra moins de support. Alors, on va regarder par exemple sur celle-ci. Ici, on a des degrés, et on voit la courbure. À partir de quel moment elle commence à avoir des difficultés et elle commence à imprimer dans le vide, sur lequel elle va avoir besoin d'un maintien,
et bien on va le voir ici, c'est que sur la partie haute. Donc aux alentours de 75, aux alentours de 80, elle va être vraiment en difficulté. Donc oui, on peut aussi tirer des traits droits sans forcément utiliser de support, qu'on s'entend bien. Sauf que nous, ce que l'on va vérifier ici, c'est par exemple lorsqu'on fait ce type de print, celui que j'ai ici. Typiquement ici, eh ben, j'ai complètement zappé de mettre mes supports lorsque j'ai lancé mon print. Donc forcément, lorsqu'il a voulu attaquer la mâchoire, eh ben, il n'y avait rien qui retenait notre mâchoire. Donc bah, là, ça a imprimé dans le vide. Et je n'ai pas de mâchoire. Donc c'est dans ces cas de figure que l'on utilise nos supports. Par exemple, lorsqu'on veut faire du string art, on ne va pas mettre des supports. Donc là, ce que l'on veut, c'est tirer un trait. Hop, j'essaie de faire rapprocher, faire le focus. Entre ce point-là et ce point-là, on va pouvoir tirer des traits. Donc ça aussi, elle sait le faire. On va le voir aussi sur notre tour ici, sur lequel elle arrive à tirer des traits. Hop, tu vois, jusqu'ici, on avait un trait de 7, un trait de 10, un trait de 13, un trait de 20, et elle arrive même à tirer un grand pont qui est juste en dessous. J'étais sur un filament de la gamme Eason, j'ai 0 cheveux d'ange, donc c'est vraiment propre, elle est vraiment qualitative. Donc dans tous les prints que j'ai réalisés, il y en a pas, j'ai pas eu un fail. Les fails, c'est moi qui les ai générés parce que bah, là typiquement j'ai pas mis de support. Tous mes prints se sont parfaitement bien passés. Alors j'ai fait des prints dits techniques justement pour vérifier certains points. On va vérifier ça ensemble. Par exemple sur ce type de print, ce que l'on veut vérifier, c'est en sortant un print d'une seule pièce, est-ce que le mécanisme, est-ce que l'engrenage va fonctionner, est-ce qu'il n'y a pas de filament qui s'est collé entre notre engrenage et la pièce qui est dessous. Donc tout ça c'est fait en une seule pièce, c'est pas des choses que tu viens assembler, donc elle s'en est très bien sortie. J'ai pas eu besoin à forcer pour pouvoir décoller nos engrenages, donc ça a bien matché. On va regarder, et ça ferme nickel. Tac. Là où on va rencontrer plus de difficultés, c'est quand on veut imprimer dans le vide, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple ici, lorsqu'on est sur le haut de notre pièce, donc notre pièce elle est posée comme ça hein, sur notre plateau. Lorsqu'on veut imprimer cette partie-là, qui est une face plate, si tu n'as pas de support dessous qui vient maintenir, et ben, ça va imprimer dans le vide. Et c'est ce que l'on va voir ici. Donc ça, tu peux soit le gérer par le biais de support, ou soit intervenir dans ton slicer pour changer un petit peu les paramètres entre la vitesse entre deux ponts, le refroidissement du filament. Donc tout ça aussi peut se gérer manuellement dans ton slicer pour limiter le nombre de supports et pouvoir tenter de lancer des prints en imprimant des petites longueurs comme ceci. Sur des filaments qui sont avec des micro-nacres, des petites paillettes à l'intérieur, je te laisse regarder la qualité du print aussi de notre Bouddha mignon. Il est juste magnifique. Donc franchement, la qualité d'impression pour moi, elle est vraiment top dans tout ce que j'ai lancé. Dans nos prints multicolores, on va regarder avec notre panda là que je viens de démonter. Pareil, hein, ça c'est à imprimer d'une seule pièce. Il n'y a aucun endroit où tu as des cheveux d'ange, tu n'as aucun endroit où tu as du filament qui est venu se coller à un autre filament. Donc tout a parfaitement bien fonctionné. On va regarder même les points de détail à l'intérieur. En plus, je ne suis même pas passé après, tu sais, avec un briquet ou avec un peu de chaleur pour faire partir des cheveux d'ange. Ça, c'est imprimé comme ça. Donc c'est vraiment super propre. Et choses qui ne sont pas toujours simples, hein, c'est par exemple ici, on est sur une partie blanche. Et après, on a des parties qui sont extrêmement foncées, hein, avec ce filament nacré de Eason. Si tu purges pas suffisamment, d'autant plus que ce n'est pas des pièces pleines, si tu purges pas suffisamment, tu vas tirer plein de traits noirs. Tu n'auras pas des couleurs qui vont être tranchées, hein, on ne va pas passer du blanc au noir, on risque d'avoir des petites traces. Donc là, le réglage était nickel dans Slicer. Regarde au niveau des pattes aussi. Franchement, je laisse regarder aussi dessous notre première couche. Je suis vraiment impressionné pour l'instant par la qualité des prints. Là pareil, hein, première couche qu'on va voir de ce côté-ci. La marque que tu vois ici, c'est parce que c'est notre petit carré. C'est nickel. Là je travaille avec, c'est ce que l'on appelle une surface floue. Donc c'est pas des marques de layer, c'est moi qui vais choisir
d'avoir un côté un petit peu granuleux pour lui donner un effet. C'était pareil hein, pour la partie blanche qui est ici. Donc c'est pas des défauts de layer, c'est vraiment toi qui vas choisir si tu veux avoir quelque chose, une surface qui est extrêmement lisse, par exemple comme ici, notre Bouddha, surface lisse, ou une surface qui va être granuleuse. Idem ici, on va regarder pour notre pomme Skull. Donc j'ai choisi de retravailler de façon à pas avoir quelque chose qui soit complètement rouge. Tu vois, j'ai travaillé avec du rouge et puis le filament qui est couleur os. Et puis ici, on a la petite tige qui est une tige avec du filament noir. Regarde la qualité de la petite tige. Je connais pas mal d'imprimantes sur lesquelles lorsqu'on veut tirer des tout petits traits comme celui-ci, parce que tu as vu, c'est extrêmement fin, et bien en gros, ça fait un gros boudin, ça fait une espèce, tu vois, de queue en tire-bouchon, et ça va pas te tirer ce petit trait. Donc, on est pourtant sur une buse qui est en 0,4, on n'est pas sur une buse extrêmement fine en 0,2 ou autre. Donc, ça a parfaitement bien matché aussi sur des prints qui sont de toute petite taille comme celui-ci. Celui-ci, c'est un print de test qui est livré avec l'imprimante pour vérifier, entre autres, je crois, les flots. Regarde, je vais essayer de zoomer pareil. Tu vois absolument pas les couches. C'est nickel. Alors, le filament joue aussi beaucoup, hein. Si tu utilises une imprimante de qualité qui fait bien le job, mais tu utilises des filaments pourris, ben forcément, tu n'auras pas de bons résultats aussi. Donc, eh bien, quand tu investis dans une imprimante dit haute vitesse qui fait des prints de qualité, achète pas des bobines dit low cost, parce que si tu as des bobines de mauvaise qualité, ben, tu ne pourras pas obtenir des impressions de qualité. On parle une nouvelle fois des déchets. Soit pour faire toutes mes pommes qui sont ici, ça c'est le résultat de mes déchets. Donc ici, tu es à peu près pour du 1 pour 1. Donc si tu avais, mettons, 100 g de filament utilisé pour tes pommes, j'ai à peu près 100 g de filament de déchets. Plus la petite tour de purge que j'avais à côté. Ça, c'est les déchets que l'on avait avec notre ami le panda. Donc pareil ici, hein, on a quand même beaucoup de déchets pour pouvoir faire cette impression. Je t'ai expliqué en amont comment optimiser tes réglages pour limiter les déchets. Et pour moi, ça me paraît important que tu comprennes hein, l'idée d'une imprimante multicolore. Ben forcément, quand on fait du multicolore, on génère du déchet. Là, c'est pas une impression que j'ai fait avec cette imprimante. Mais je te la montre quand même pour pouvoir t'expliquer un peu plus les choses. Celui-ci, par exemple, je l'ai fait avec la Prusa XL. L'idée, c'est que la Prusa XL, elle n'a pas de déchets, elle a 5 têtes. Et son avantage, du coup, c'est de ne pas avoir tous les petits cacas que l'on a vus auparavant. Donc là, on en revient à notre sujet. On a pu voir que pour nos pommes, bon, par exemple, on avait à peu près du 1 pour 1 en termes de déchets. Si j'avais fait qu'une pomme, on était d'accord, et je te l'avais aussi montré, que le lot de déchets que l'on avait serait pas du 1 pour 1, on aurait eu une pomme et presque 10 fois le volume de cette pomme en déchets. L'optimisation d'un plateau va te permettre de générer moins de déchets. Et si tu voulais lancer ce type de print sur des imprimantes dites multicolores de ce type de génération, hein, qui ont une seule buse et qui du coup ont besoin de purger, eh ben, tu auras bien compris que pour faire ce type de print, eh bien, tu auras énormément de déchets, parce que tu auras le déchet qui est généré par tes supports qui sont ici, le déchet que l'on aura à côté par notre tour de purge, plus les déchets que l'on a avec les petits cacas qui vont être jetés sur le côté. Donc pour ce type de print, tu vas faire presque 5 fois le poids de ton print en déchets. Dans les choses dont je ne suis pas super fan, le temps d'allumage. Ça met quand même pas mal de temps. Tu vois, là, je l'ai allumé il y a déjà 10-15 secondes. On va attendre un peu plus de temps. Alors, tu remarqueras par contre, hein, zéro bruit. Zéro bruit pendant la phase d'allumage. Là, on a notre plateau qui a un petit peu bougé. On a toujours le logo Creality. Bon, lui, c'est efficace, hein, c'est immédiat.
c'est alimenté directement par notre imprimante via le câble qui est ici. Et tu vois, là j'attends toujours, je dois être à presque 1 minute. Je te la fais en temps réel, voilà. On est à peu près à 1 minute avant de pouvoir accéder à notre menu de commande. On va parler de l'écran, des choses que j'apprécie, des choses que j'apprécie un peu moins. Donc on a vu, hein, il y a de l'aluminium quasiment partout, de l'alliage aluminium. Et là, le seul endroit où ça me paraissait quasiment indispensable d'avoir des pièces costaudes métalliques, eh ben, ils ont choisi de mettre du plastique. Et derrière, en fait, notre écran est alimenté par ce qu'on appelle une espèce de petite nappe. C'est, tu sais, ces petites nappes qui sont extrêmement plates, qui, pour le coup, avec le temps, ça va être fragilisé. Donc je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut manœuvrer tout le temps. Donc, une fois que tu as ton écran qui est en place, tu n'y touches plus trop. Si tu t'amuses à tous les jours à le rabattre ou à faire des mouvements d'inclinaison, rotation, je pense que ça ne devrait pas durer extrêmement longtemps. Pour ce qui est de la dimension, la taille, 3,2 pouces, c'est suffisant. On n'a pas besoin forcément d'avoir une tablette pour pouvoir travailler avec une imprimante. Le côté réactif, je trouve qu'il n'est pas suffisamment sensible et pas suffisamment rapide. Peut-être c'est quelque chose qui va être amélioré sur une des dernières imprimantes que j'ai eues. Suite à une mise à jour, l'écran est devenu de nouveau très réactif, très sensible. Là, pour le coup, je ne suis pas super fan. Je trouve que ça met un petit peu trop de temps et ça ne réagit pas toujours très bien. Donc ta petite caméra va te permettre d'enregistrer des timelapses. Ça te met le listing qui est ici. Si tu souhaites les voir, tu choisis la vidéo que tu souhaites transférer sur ta clé USB, tu la récupères et ensuite tu pourras visionner tes timelapses. Et pour le plateau, vu qu'on en parle, c'est la chauffe. La chauffe pour moi c'est un point positif, c'est super rapide, environ 30 secondes pour monter aux alentours de 60 degrés. Et idem pour la buse, on est sur une chauffe dite rapide. On a pu voir que notre imprimante elle est connectée par le biais du Wi-Fi si on le souhaite. Donc ça c'est un vrai plus si pour ceux qui aiment utiliser, tu sais, l'application. Tu vas pouvoir récupérer un fichier comme ceci et l'envoyer directement dans ton imprimante par le logiciel Creality et le Creality Cloud. Et bien entendu, on pourra aussi envoyer des impressions depuis notre slicer, donc depuis ton ordinateur. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est pratique? Écoute, moi je pars du principe où dans tous les cas, sauf si tu veux relancer exactement la même impression que tu avais lancée auparavant et que ton plateau est complètement propre et libéré et que tes bobines sont en place, oui, depuis ton slicer, si tu as déjà toutes tes bobines qui sont au bon endroit, que tu as ton plateau qui est nickel, tu peux lancer ton impression à distance, mais combien de fois ça va t'arriver? La plupart du temps, tu dois changer tes bobines, tu dois venir ici pour allumer ton imprimante, tu dois nettoyer ton plateau, c'est pas dans le bureau à 10 mètres ou dans une autre pièce de la maison que tu vas lancer ton print à distance. Donc ça a un intérêt pour surveiller ton impression, oui, depuis ton smartphone, depuis ton slicer, donc ça c'est intéressant d'avoir le Wi-Fi. Est-ce qu'on l'utilise vraiment pour pouvoir lancer un print? En tout cas, moi je l'utilise pas. On parle du coup de la surveillance et de notre petite caméra. Je te dis que j'allais revenir dessus. Donc notre caméra, oui, elle fait le job. Ça te permet de faire des petits timelapses. Est-ce que la qualité est au rendez-vous? Non, c'est pas exceptionnel, franchement. C'est pas des vidéos de qualité que tu vas faire avec cette petite caméra. Et pour l'éclairage, je te l'ai dit dès le début, l'éclairage est trop faible. Donc c'est pas quelque chose de... C'est présent, on le connaît aussi sur une autre marque, il y a cette petite lumière là, mais ça éclaire pas suffisamment ton plateau pour avoir des vidéos ou des photos de qualité. J'essaye de te faire un peu le tour des choses que j'ai pas forcément appréciées, mais c'est des points de détail à chaque fois. Là ici par exemple, on va voir que le tube PTFE, tu vois, vient juste ici, vu qu'à chaque fois, ceci ça bouge, tu vois, ça vient monter et descendre. Et à chaque fois, tu vois, ça vient pousser un petit peu sur ton tube PTFE, ça le fait bouger. Et ben ça va générer de l'usure. Donc
sois vigilant au fil du temps à surveiller. Mais tu vois, avec quelques heures d'impression, on a déjà un petit peu d'usure sur notre tube PTFE. Donc petit point de vigilance à vérifier. Alors ça coûte pas grand chose, hein, un tube PTFE. Tu peux en acheter un qui est plus grand, le laisser de façon volontairement plus grande. Et puis quand c'est trop usé, bah, tu coupes un petit morceau et tu l'enclenches à nouveau. Parmi les vrais points positifs, ça va être l'assemblage. D'une part, ça se fait, tu as vu, en l'espace de 5 à 8 minutes, 10 minutes pour pouvoir mettre en place ton imprimante et commencer tout de suite tes impressions. Ça va être aussi le choix des matériaux, de l'aluminium, on a vu, qui est placé un peu partout, donc de l'alliage d'aluminium. On a très peu de plastique. On a des points de détail comme cette bande LED qui est plutôt sympa, que tu peux activer ou non par le biais de ton menu de commande qui est ici. On a vu aussi tout ce qui est les câbles management qui sont placés au bon endroit, qui sont renforcés, qui sont quali. Il n'y a pas des câbles qui traînent de partout. Il n'y a pas, tu sais, des riselants à mettre un peu de partout. Donc franchement, elle a un look vraiment sympa et elle est plutôt qualitative dans son ensemble. Pour ce qui est du CFS, j'aime pas. Alors il y a des choses qui sont vraiment très sympas, et il y a un ou deux points qui, pour moi, sont pas top. Je te l'ai dit dans une autre vidéo, l'histoire de chauffer ou non à l'intérieur, c'est pas indispensable pour moi. S'ils le font, ce sera un plus, mais s'ils le font, il faudra faire un système qui est silencieux. Sinon, c'est vraiment insupportable, tous ces bruits supplémentaires que l'on va amener. Donc là, l'imprimante, c'est un vrai point positif, hein. Elle est super silencieuse. Le CFS, vu qu'il n'embarque pas de ventilo, il n'embarque pas de chauffage interne, bah, il est pour le coup super silencieux. Par rapport à une marque bien connue, qui est leader du marché, et ben, ça fait beaucoup moins de bruit aussi au niveau des roulements lorsqu'il va rapatrier le filament, hein, parce que tu sais, on a la bobine qui tourne à ce moment-là un peu rapidement, et on a tout un système d'engrenage qui va se mettre en place. Et ben, celui-ci est nettement plus silencieux. Pour moi, je trouve qu'il est mieux pensé aussi par rapport aux deux autres grandes marques que l'on connaît qui ont ce type de chargement de bobine. Donc pour l'instant, c'est celui qui est le mieux pensé pour moi, avec ces systèmes de tube PTFE, avec un mécanisme qui est pas aussi fragile que le leader du marché, avec le petit retour qui est ici. On n'a pas ces problèmes de bobines, là, tu sais, qui viennent taper, qui sont insupportables dans un autre système existant. Effectivement, on aura toujours les problèmes qui sont liés aux bobines. Alors pas aux problèmes de filament, hein, de compatibilité des filaments, là je vais te parler vraiment des bobines. Il y a des bobines qui sont plus ou moins larges en termes de diamètre, qui n'ont pas le même diamètre, il y en a qui sont plus petites, il y en a qui sont plus fines. Les marques ne se sont pas mis d'accord pour standardiser les choses. Ce qui fait que le fabricant, lorsqu'il fait son CFS ou autre, eh bien il fait ça par rapport à ces bobines et par rapport à un maximum de bobines qui sont sur le marché, mais tu en as plein d'autres qui ne vont pas être compatibles. Donc on va rajouter des enjoliveurs, on va ajouter des petits upgrades pour faire en sorte que toutes les bobines puissent passer dans nos blocs CFS ou autres. Alors, enfin, pas toutes justement, celles qui sont vraiment trop larges, très larges, et ben, il faut réembobiner dans une autre bobine, sinon ça ne passera pas. Chose que j'aime un petit peu moins, c'est que pour moi je trouve que ça serre un petit peu trop fort nos filaments. Là, alors je sais pas, je vais essayer de zoomer pour voir. Tac, oui ça y est, on voit ici. Ça marque un peu trop nos filaments. Et comme notre filament, il fait tout le parcours qui est ici, il revient, il fait ça plusieurs fois, et ben, je pense que sur certains filaments qui sont un peu trop tendres, et ben, ça va générer un petit peu trop de débris, ça vient usiner un petit peu notre filament. Donc il y a peut-être un moyen de desserrer ce système. Je ne suis pas allé regarder en détail, mais en tout cas, là, à l'instant T, sur certains filaments trop tendres comme celui-ci, les mats, ça les marque un peu trop et ça vient les user un petit peu trop. Même si le CFS, c'est pour l'instant, on va dire, la boîte distributeur de filaments que je préfère parmi les trois autres que j'ai testé jusqu'à présent,
il y a quelque chose que j'apprécie moi. Et là, on va regarder ensemble et ça se passe derrière. Ici, on est sur le même principe que le leader du marché. Donc on a un seul tube PTFE et on vient ici dans notre partie, dans notre répartiteur de filaments, ce que j'appelle le répartiteur. Pourquoi je ne suis pas super fan de ce type de principe? Moi je préfère avoir 4 sorties derrière. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir 4 sorties, on a chacun de nos filaments qui arrivent jusqu'à notre petit boîtier qui est ici, et il ne va pas à chaque fois faire tout le chemin de rembobiner une bobine entièrement pour venir se placer un petit peu dessous, et ensuite faire passer une autre bobine, donc une autre couleur. Ce trajet qui est généré à chaque fois génère une usure prématurée de chacun des composants qui sont ici, et puis ça va être moins rapide. Si on a 4 couleurs qui arrivent directement ici, eh bien le déplacement se fait juste entre le distributeur qui est ici et la tête. Donc à chaque fois, il ramène la couleur ici, il s'arrête un peu plus bas, il pousse une nouvelle couleur. Donc déjà on gagne du temps et on génère moins d'usure. Alors, est-ce que c'est adapté aux pros? Pourquoi pas? Ça dépendra surtout finalement le type de filament que l'on va utiliser. Donc oui, je t'ai pas fait les tests ici, je t'ai pas présenté encore de tests et je le ferai plus tard, avec des filaments un peu plus techniques, ou voire même avec du PETG, qui est beaucoup plus facile à travailler par exemple que de l'ABS. Donc oui, sur certains filaments techniques, oublie, par exemple l'ABS, il faut avoir un caisson, il faut avoir une imprimante fermée. Donc ce type d'imprimante est faite pour utiliser ce que quasiment tout le monde utilise, les filaments traditionnels, même du TPU, mais pas dans le CFS. Donc le TPU, c'est le filament qui est flexible, celui qui est mou, si tu l'utilises sur le porte-bobine qui est sur le dessus. Donc elle sait faire toutes ces choses-là. Est-ce qu'elle sait faire par exemple des filaments qui sont très granuleux, finalement en bois très chargé à 40%, ou du filament marbre? Oui, elle sait le faire, mais il faudra changer ta buse. Il faudra passer sur une buse en 0,5 ou 0,6. Donc elle répond à quasiment 80% des besoins des utilisateurs. Après, sur tout ce qui est filament un peu plus technique, on utilise d'autres types d'imprimantes qui, elles aussi, sont un peu plus techniques. Et si je dois vraiment retenir un point important pour moi, effectivement, facilité d'utilisation, facilité pour la mettre en place, 3 vis de chaque côté, un câble ou 2 à raccorder, c'est fini. Le CFS, on n'a rien à faire, on a juste à le raccorder aussi. Donc super simple dans l'assemblage et dans l'utilisation, et pour la première utilisation. Un peu long pour la partie check, quand elle vient faire le test de résonance, lorsqu'elle vient faire ses premiers tests de calibration du plateau, toute cette partie-là, ouais, celle-ci elle est un peu longue, mais en même temps tu le fais pas tous les jours. C'est lors de la première utilisation et de temps en temps, et à chaque fois que tu vas la déplacer. Si tu déplaces ton imprimante de ce bureau-là pour le mettre un peu plus loin, il faudra relancer le test de résonance, relancer la calibration, relancer toutes ces choses, parce qu'elle n'est pas posée sur le même meuble. Donc ça, ce sont des phases qui sont un peu longues. Peut-être que ça va être amélioré aussi au fil du temps, avec les mises à jour des firmware, mais en tout cas, à l'instant T, quand elle fait tous ces checks, cette partie-là est longue. On peut imprimer jusqu'à 16 couleurs, on l'a vu, donc il faudra 4 blocs comme ceci, 4 blocs CFS, j'arrive jamais à le dire, peu importe. Est-ce qu'on utilise vraiment 16 couleurs? Franchement, est-ce que vous connaissez beaucoup de print en 16 couleurs? Peut-être quand on fait du UForge, ça peut être intéressant, parce que du coup on utilise moins de déchets, mais imagine-toi lancer un print comme ceci en 16 couleurs, mais t'imagines même pas le nombre de déchets que tu vas faire, faut arrêter. Donc déjà 4 couleurs c'est pas mal. Moi le bon compromis, je trouve que 5 à 7 couleurs c'est le grand maxi. 5 couleurs, c'est ce que j'utilise le plus souvent avec l'autre imprimante que j'ai. Donc, mais sinon, allez, peut-être en prendre 2 par la suite, mais déjà avec 4, tu as de quoi t'amuser. C'est une imprimante qui est actuellement en précommande, en tout cas au moment où je fais cette vidéo. Les tarifs, je préfère pas trop m'avancer sur ces trucs-là. Le tarif là, à l'instant T,
au jour où je te parle, ne sera pas le même que le tarif que quand tu verras la vidéo peut-être dans 3 ou 4 ou 5 mois. Là, à l'instant T, elle est à, je crois, 469 €, donc chez Geekbuying. Il y a même un code promo, ça te fait à peu près 20 ou 30 balles de réduction pour la précommande. C'est des prix qui varient au fil du temps, donc ça va peut-être remonter un petit peu, puis des fois il y a des promos, donc que ce soit sur n'importe quel site. Mais voilà, à moins de 500 balles, tu as une imprimante, et puis tu as le bloc CFS qui génère le 4 couleurs. Donc franchement, avec la qualité des matériaux, avec les résultats des prints, moi je pense que ça reste quand même un super bon compromis. Donc le CFS, lui, si tu dois l'acheter tout seul, c'est aux alentours de 300 balles. Donc là, à l'instant T, hein, si tu achètes la version combo, tu as l'imprimante et le CFS pour moins de 500, allez, on va dire 450 pour à la louche. Donc ça te fait une imprimante à 150 balles si tu veux le regarder comme ça. En soi, c'est pas vraiment ça, hein. L'idée, c'est que l'imprimante, elle a un certain coût. Le CFS, c'est plus une pièce rapportée qui t'est plus ou moins offert. Et pour que tu consommes, il faut que tu consommes aussi un peu du filament, c'est un peu le but. Et si tu peux consommer du filament qui a des puces NFC, bah, c'est encore mieux. Donc c'est un peu l'histoire, hein, des machines à expresso, dont je ne citerai pas la marque, qui te demandent de racheter derrière leur capsule si c'est mieux. Donc c'est un peu l'idée. Donc en tout cas aujourd'hui, pour faire du multicolore, eh bien pour moins de 500 balles, on a vu que ça matchait. On peut regarder ce qui existe aussi sur le marché, hein. Tu n'es pas obligé de rester que chez Creality, il y a d'autres marques qui font à peu près la même chose. Donc aujourd'hui, ils sont 3 ou 4 à faire ce type d'imprimante avec un bloc à côté. Je te laisse regarder, je te laisse aussi regarder les autres vidéos, je les ai testées pour certaines. Il y en a certaines qui sont fermées aussi, avec un enclos et un petit bloc à côté. Donc à toi de faire le point sur vraiment ce que tu as besoin, ce qui est nécessaire et extrêmement important pour toi. Est-ce que c'est plus la gestion des multicolores? Est-ce que c'est plus la qualité d'impression? Est-ce que tu vas imprimer essentiellement des pièces très techniques et sur lesquelles il te faudra une imprimante dans un caisson? Donc tout ça, ce sont des questions que tu dois te poser. Mais il y a aussi une autre question qui est particulièrement importante. Avant d'acheter une imprimante, pense aussi à regarder le côté maintenance. L'idée, c'est que sur certaines imprimantes, ok, elles sont sympas, elles sont rapides, elles sont précises. Mais quand il faut mettre les mains là-dedans, eh bien, courage. C'est important, surtout si tu débutes. Il faut que les choses soient faciles. Pourquoi? Parce que tu auras de la maintenance à faire. Tu auras, au fil du temps, des pièces à changer. La buse, déjà dans un premier temps, c'est pas quelque chose que tu vas garder à vie. Et si tu utilises d'autres filaments aussi, il va falloir changer ta buse pour des buses plus épaisses ou plus fines si tu veux de la qualité. Si c'est trop galère à faire, tu vas être découragé de ton imprimante. S'il faut passer 3 heures et tout démonter pour accéder juste à un petit, je sais pas, accéder à l'extrudeur parce que tu as un bout de filament qui est resté coincé dedans, bah, tu vas devenir fou ou folle. Enfin, c'est important aussi de voir ces points-là quand tu dois acheter une imprimante, de vérifier aussi si la maintenance va être facile. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, que ce soit Creality ou d'autres, si demain tu as un problème technique, électronique, quelque chose à changer, ils ne vont pas forcément te récupérer ton imprimante pour eux faire le SAV. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on t'envoie les pièces détachées et c'est à toi de faire le SAV. Donc que ce soit n'importe quelle marque, hein, même la grande marque que tu connais bien et que tu vas me citer dans les commentaires. Donc oui, des fois tu leur retournes l'imprimante, parce que là c'est quelque chose, un défaut de conception sur lequel toi tu peux pas y accéder, et c'est pas à toi de le faire. Mais la plupart du temps, on t'envoie les pièces détachées et c'est à toi de démonter l'imprimante. Donc bah, si tu as une imprimante qui est beaucoup plus facile à entretenir, et ben c'est un vrai plus. Et dans les commentaires, bah, pose-moi les questions complémentaires si j'ai oublié certains points, et j'en ai oublié certainement un grand nombre, et puis me préciser quel type d'imprimante tu as à la maison, si tu en as déjà une ou plusieurs, ou me préciser sur quel type d'imprimante tu hésites à l'instant T dans ton choix, et pourquoi tu hésites. Alors, pour ceux qui sont encore là au bout de je sais pas combien de minutes, je sais pas, elle va certainement faire encore presque 1 heure cette vidéo, j'en sais rien, et ben je vous remercie.
En tout cas, moi, la découverte de cette Creality High, c'était une bonne surprise, une bonne découverte. J'ai pris du plaisir à faire cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à très bientôt les artistes. Fait